bien que j'ai commencé à m'intéresser d'abord à des problèmes de mécanique théorique, mécanique analytique. Et donc les problèmes qui étaient intéressants, c'était de savoir dans quelles conditions des systèmes mécaniques vont développer des oscillations, donc des mouvements périodiques. Les mouvements périodiques sont extrêmement importants dans beaucoup de domaines. On pensait à l'astronomie d'abord, et puis à la mécanique, à l'électronique. Les mécaniciens, leur but, c'est d'essayer de supprimer les vibrations. Les électroniciens, c'est d'en produire. Mais mathématiquement, le problème est à peu près le même. Et maintenant, en biologie aussi, ça a des applications fort importantes. Donc, je me suis intéressé à l'étude théorique des équations différentielles. Donc ce sont des équations qui régissent l'évolution de systèmes en fonction du temps, et essayer de savoir dans quelles conditions on pouvait montrer que ces systèmes-là développaient des oscillations périodiques. Donc ça a été le point de départ de ma carrière, et j'ai eu la chance à la fois dans mon doctorat et puis dans les recherches qui ont suivi, de mettre au point une méthode qui permet de prouver qu'il y a des solutions périodiques dans des systèmes assez généraux, et puis qui s'est étendue aussi à des autres types de solutions d'équations différentielles. Donc, mon intérêt principal, c'est l'étude des équations différentielles non linéaires, et pour étudier ces équations-là, on est obligé de faire appel et de développer des techniques venant d'autres parties des mathématiques, venant de la topologie en particulier, venant aussi du calcul des variations. Et donc, avec le fil conducteur des équations différentielles, j'ai été amené à m'occuper de différentes parties des mathématiques. Et je dis la chance que j'ai eue, c'est que le théorème, qui date du tout début de ma carrière, s'est montré extrêmement flexible et malléable, et aussi finalement d'une assez grande résistance, puisqu'il est toujours employé actuellement un peu partout dans le monde. Et il y a même eu un boom assez grand ces 10 dernières années, parce que les Chinois se sont mis à l'utiliser avec évidemment facteurs multiplicatifs liés à la population. Donc c'est un résultat qui garde curieusement, après 40 ans, encore une actualité qui m'a surpris moi-même et qui a été utilisée dans des domaines qui m'ont étonné, par exemple en démographie mathématique, en étude d'évolution des populations, auxquelles je n'avais jamais pensé. Et aussi, même récemment, j'ai vu un travail qui appliquait ce théorème-là à l'étude du mouvement de ces avions sans pilote, maintenant, qui deviennent de plus en plus utiles, malheureusement, aux militaires. C'est une passion qui a commencé d'une manière peut-être un peu inhabituelle. Lorsque j'étais un petit garçon, comme beaucoup de petits garçons, j'étais passionné par les autos, par l'automobile, et je me suis mis à m'intéresser à cela d'une manière sérieuse. Je m'intéressais à la compétition automobile, je m'intéressais aux nouveaux modèles, je me suis mis à m'intéresser à la mécanique, pas tellement d'un point de vue pratique, mais pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'ai commencé à essayer de lire des articles sur la technique automobile. Il y en avait par exemple à l'époque de très bons par Paul Frère, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que pour comprendre ces articles-là, eh bien, il fallait comprendre un peu de physique. J'avais évidemment des cours de physique dans l'enseignement secondaire, mais qui ont pris à ce moment-là un intérêt beaucoup plus grand. Donc je me suis mis à m'y intéresser beaucoup plus. Et puis, pour comprendre ces notions de physique qui allaient un peu au-delà parfois de ce qu'on apprenait dans l'enseignement secondaire, eh bien, il fallait connaître plus de mathématiques. Bon,
j'avais toujours été un bon élève en mathématiques, ça ne me posait pas de problème. Mais alors, je me suis mis à m'y intéresser plus pour comprendre cette fameuse mécanique automobile. Et j'ai été pris alors par la passion de ces mathématiques. Et je me souviens que j'utilisais mes maigres, disons, le peu d'argent que j'avais de mes parents ou de mes grands-parents pour acheter des livres, des que sais-je à l'époque qui ne coûtaient pas très cher, de manière à pouvoir aller au-delà de ce qu'on m'apprenait en enseignement secondaire. Donc j'ai appris le calcul différentiel et intégral déjà avant l'université. Et je me souviens aussi avec joie de mon professeur de mathématiques de rhétorique, qui est peut-être le premier qui m'est vraiment marqué, non seulement parce qu'il faisait bien cours, il était intéressant, il était assez jeune, il n'y a pas longtemps qu'il était sorti de licence, mais aussi parce que il me laissait, pendant son cours, lire mes petits livres de mathématiques quand j'avais terminé les exercices un peu plus rapidement que d'autres, ou qu'il estimait que j'avais compris. Eh bien, il me laissait sortir mes livres et je pouvais donc passer le reste du cours à approfondir la passion, comme ça, des mathématiques. Et cette passion a continué. Je crois que si on fait des mathématiques sans passion, d'abord, on n'en fera pas très longtemps, parce que c'est une discipline malgré tout exigeante, mais quand on l'aime, on ne se rend pas compte du temps qu'on y passe, de l'énergie que l'on y met, quoi. Et mes études de mathématiques, je pense avoir beaucoup travaillé, mais sans vraiment être conscient que je travaillais beaucoup. Alors le regard qu'on peut porter sur les mathématiques, et bon là évidemment je n'ai pris que le train en marche, c'est une évolution qui avait commencé avant moi, c'est évidemment l'extraordinaire explosion du nombre de chercheurs en mathématiques dans le monde et par conséquent du nombre de publications aussi. Donc il est de plus en plus difficile de se tenir au courant, non pas de l'ensemble des mathématiques, ce qui était déjà impossible depuis longtemps, mais même pratiquement de suivre les publications dans sa petite spécialité. C'est devenu vraiment difficile parce qu'il y a une explosion du nombre de publications. Si je devais porter une petite critique qui ne serait pas seulement les critiques habituelles qu'on fait tous lorsqu'on devient plus âgé, donc je ne les ferai pas parce que ce ne sont pas de bonnes critiques, mais il y a quand même un phénomène qui est la baisse de qualité du style des articles, car bon, vous serez peut-être étonné qu'en mathématiques on parle de style, mais enfin un article de mathématiques ça se rédige aussi, il n'y a pas que des formules, il y a du langage, et le langage est souvent aussi important que les formules, et il faut bien dire qu'il y a un laisser-aller de plus en plus grand si on compare des articles d'il y a 30 ans ou encore mieux 50 ans, avec ce que est écrit maintenant. On constate quand même que le style a baissé de qualité, et c'est dommage parce que ça rend évidemment la compréhension du travail beaucoup plus difficile, alors que vous devriez faire le plus d'efforts possible pour être lu facilement, car si vous êtes lu facilement, vous serez lu par plus de gens et ils en tireront un profit. C'est en partie évidemment aussi dû au fait que, à l'exception des anglo-saxons, plus personne n'écrit dans sa langue maternelle non plus, puisqu'on doit écrire en anglais que l'on soit chinois, indien ou africain, quoi. Et donc, pour certains, l'obstacle du langage les empêche d'avoir un bon style. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi un laisser-aller